Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Bénévoles, ravi de vous retrouver. Ce soir, comme intervenant, nous avons notre cher Ostrak. Salut Bonsoir tout le Ostrak. monde, bonsoir. Bien sûr, notre grand coach, notre maître à tous, coach Kira. Salut à tous. Et puis, quelqu'un qui avait déjà fait une émission avec nous et qui revient pour une deuxième, notre fan des Sixers, qui suit l'équipe vraiment sur le bout des doigts cette année. Il s'agit de Casifo. Bonsoir à tous. Voilà, alors au menu pour ce nouvel épisode, on va revenir bien évidemment sur les sélections pour le All-Star Game. Est-ce qu'elles sont méritées ou pas? Est-ce qu'il y a débat sur certains joueurs? On va y revenir. Et notamment sur des joueurs qui auraient mérité d'y être et qui n'y sont pas également. Voilà, on va faire un petit peu la même chose pour le Rookie Game. Et puis le débat sur cette nouvelle formule de draft entre le Shaq et Charles Barkley. Bien sûr, on va évoquer la sensation de cette dernière semaine, élu joueur de la semaine dans la conférence Est, à savoir Jeremy Lin, la Linsanity qui est en train de frapper New York, et la NBA dans son entier. Voilà, on enchaînera ensuite pour évoquer le triangle texan entre les Rockets, les Spurs et les Mavs, trois équipes qui tournent très bien en ce moment. Et puis un petit point sur la course au trophée avec la course au MVP, au MIP, sixième homme, coach, vous verrez tout ça. Voilà, un petit point sur des blessures qui pourraient handicaper pas mal d'équipes. Bien sûr, traditionnellement, le petit point sur la NCAA par coach Kira, comme d'habitude. Voilà. Alors messieurs, on va démarrer après l'exposé de ce sommaire sur les sélections All-Star Game. Je vous rappelle les équipes dans leur ensemble. Alors pour le 5 de la conférence Est, Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Dwight Howard. Pour le 5 de la conférence Ouest, on a Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, Blake Griffin, Andrew Bynum. Pour le banc de la conférence Est, Chris Bosh, Lou Holdeng, Roy Hibbert, André Iguodala, Joey Johnson, Paul Pierce, Deron Williams. Pour le banc de la conférence Ouest, LaMarcus Aldridge, Marc Gasol, Kevin Love, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker et Russell Westbrook. Alors messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces sélections? On vous écoute, vous avez la parole. Je vais commencer. Donc, tout d'abord pour dire que les sélections sont globalement ce qu'on attendait. Voilà, la plupart des joueurs méritent plus ou moins d'être là, que ce soit dans la conférence Est que dans la conférence Ouest. Voilà, donc certains joueurs étaient attendus de toute façon pour être sélectionnés, comme par exemple Kevin Love, LaMarcus Aldridge, à l'Ouest, Russell Westbrook, ou alors à l'Est des joueurs comme Chris Bosh par exemple étaient attendus. Après ça, il y a toujours forcément débat au niveau des sélections. On voit dans la conférence Est qu'on a énormément d'extérieurs. Il y a voilà, énormément de joueurs qui jouent à l'aile, Lou Holdeng, Paul Pierce, Iguodala, Joe Johnson à l'arrière, un seul meneur et un seul pivot. Donc ça, après, ça faudra voir comment le coach de la conférence Est, qui n'est pas encore connu, pourra gérer son effectif. Du côté de la conférence Ouest, on a au contraire trois meneurs. Voilà, trois joueurs qui pour moi méritent leur sélection. Tony Parker, qui représentera la France pour la quatrième fois au All-Star Game, et c'est tout à fait mérité. Lors de ces dernières semaines, il a prouvé qu'il méritait sa sélection, probablement plus qu'un Lowry de Houston. Voilà, Steve Nash également, meilleur passeur de la ligue. Voilà, même si les Suns ont un bilan moyen, pour moi, il mérite sa place, et à 38 ans, il deviendra un des plus vieux All-Stars de tous les temps. Westbrook, voilà, on en a parlé, rien à dire. Par contre, aucun joueur au poste extérieur. On a 4 intérieurs derrière. LaMarcus Aldridge, dont Kevin Love, tous deux excellents. Dirk Nowitzki, dont je reparlerai un petit peu quand on évoquera donc les joueurs qui auraient pu prétendre à une place au All-Star Game. Voilà Dirk Nowitzki, qui probablement plus par réputation que pour sa saison a été sélectionné. Et enfin Marc Gasol, voilà, qui est récompensé de sa bonne saison avec Memphis. Donc voilà, pour moi des sélections relativement homogènes. Voilà, donc je ne sais pas si un de mes camarades veut ajouter quelque chose. Je te rejoins. Excuse-moi, je te rejoins dans l'ensemble. Néanmoins, je m'étonne quand même de la sélection de Lou Holdeng à l'Est.
il fait le taf à Chicago. Maintenant, de là à être sélectionné pour l'All-Star Game, c'est peut-être un petit peu juste. Quand je vois qu'un joueur comme Brandon Jennings reste sur le carreau, bon, bah voilà, je crois que il aurait plus eu sa place, d'autant plus qu'on a déjà des types comme André Iguodala et Paul Pierce sur le banc euh, dans la sélection de l'Est au poste 3. Donc voilà, Luol Deng, un peu surpris par sa sélection. Bon, maintenant, je vais pas dire que c'est en vol parce qu'il fait une bonne saison à Chicago, mais je pense que quelqu'un comme Jennings aurait plus eu sa place. Assez satisfait par contre de la sélection de Roy Hibbert à l'Est, qui pour moi est un excellent pivot, qui va devenir un des meilleurs pivots dans la ligue dans les années à venir avec ses longs bras. Sa capacité à prendre des rebonds, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais voilà, assez content pour ce jeune joueur d'Indiana qui progresse d'année en année. Et puis, comme tu en as parlé, le banc à l'ouest est assez particulier, hein, puisqu'on a 3 meneurs et 3 postes 4, plus le pivot qui est Marc Gasol. Donc, assez bizarre qu'on ne retrouve pas de vrai poste 3 ni de vrai poste 2 dans ce banc. Maintenant, bah, il y a de la qualité, hein. Je suis assez content de voir Tony Parker, même si je suis pas fan du joueur et que je suis pas français de surcroît. Il fait une saison excellente, donc la nomination est amplement méritée. Aldridge qui est enfin récompensé pour sa bonne saison, hein. On en avait déjà parlé l'année dernière. Il avait été un peu spoilé et cette année, bah, il se retrouve enfin au match des étoiles. Et enfin, Marc Gasol qui prend la place de son frère puisque Pau n'a pas été sélectionné. Ben voilà, c'est mérité pour Marc Gasol aussi, hein, qui fait une bonne saison cette année. Et, voilà, donc comme tu l'as dit, pas de grande surprise, sauf peut-être le Holden dont j'ai parlé précédemment. Très bien, messieurs. Casifo, peut-être quelque chose à rajouter? Concernant Sélection. Iguodala, Oui. je pense que pas dû être à game, car Philadelphie dans la manière de jouer de cette équipe-là, aucun joueur ne ressort, et aucun joueur, selon moi, ne méritait d'être appelé. Bon, mentir, je suis très content de voir un joueur représenter la ville, représenter la franchise, mais pour moi, Josh Smith méritait davantage qu'Iguodala, et Lou Deng, pour moi, est à sa place, quoi. Je veux dire que si un joueur, parmi les 7 remplaçants à l'Est, si un joueur doit être remis en question, pour moi, ça doit être André Iguodala. Parce que tous les autres, selon moi, font le travail comme il faut dans leur équipe, portent leur équipe nuit après nuit, et sont irréprochables et hors pair. Bah, là où je ne te rejoins pas, c'est que André Iguodala est quand même le leader charismatique de la franchise de Philadelphie, tandis que Lou Holden est plus en retrait par rapport à Noah, par rapport à Boozer ou par rapport à Rose. On parle de Lou Holden en quatrième, on parle d'abord des 3 joueurs que j'ai cités auparavant. Et en plus, Iguodala va pouvoir apporter du spectacle dans le match de All-Star, c'est quand même ce qu'on recherche. C'est quand même pour ça qu'on va regarder ce match, tandis que Lou Holden, bah, c'est pas non plus le joueur le plus spectaculaire de la ligue, quoi. Donc je me réjouis plus de voir Iguodala que Lou Holden, hein, personnellement. Exactement, ouais, moi je rejoins Ostrak à ce niveau. Voilà, pour moi, Iguodala est un cran au-dessus de Deng. Iguodala, voilà, donc joueur extrêmement spectaculaire. Leader moral d'une équipe où sur le terrain il n'y a pas vraiment de vrai patron. Mais pour moi, il mérite sa sélection. Donc moi, j'aurais pris Brandon Jennings, par contre, à la place ou de Deron Williams, qui individuellement fait une bonne saison au sein d'une équipe des Nets, voilà, en bas de tableau, ou alors donc Deng. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on a 2 joueurs qui font leur première apparition, alors que ça fait déjà 8 ans qu'ils sont dans la ligue, donc Iguodala et Deng. Et on voit peut-être un changement de génération, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, avec Kevin Garnett qui n'est plus là, Tim Duncan qui n'est plus là, Ray Allen qui n'est plus là. Voilà, Chauncey Billups, bon, avec sa blessure, même, il n'aurait pas été sélectionné de toute façon. Donc voilà, une génération, une page qui se tourne. Voilà, Maris Stoudemire également absent. Donc ça va apporter un peu de son neuf à ce match. Voilà, et donc pour la conférence Ouest, comme on l'a dit, aucun joueur sur les postes extérieurs. Moi personnellement, j'aurais pris un joueur qui est très en forme en ce moment, très affûté, c'est Monta Ellis, qui Ouais, moi aussi. assure avec Golden State, que j'aurais pris à la place de Dirk Nowitzki, voire de Marc Gasol. Voilà, pour moi, ce sont les deux joueurs dont la sélection était la plus discutable. Donc voilà, je pense que Monta Ellis aurait pu apporter un peu de folie à ce match. Voilà, un scoreur fou, très bon shooter. Donc je pense que sa non-sélection, voilà, il la doit
à la saison une nouvelle fois moyenne, voilà, pas mauvaise mais pas bonne non plus des Warriors. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Ouais, non, mais pour moi, Monta Ellis, il devait y être. Quand on voit qu'il arrive à claquer des matchs à 48 points, ça fait quelques années qu'il flirte avec une sélection All-Star. Personnellement, pour moi, Marc Gasol est un All-Star par défaut. C'est un All-Star par défaut, hein. Quand on voit la saison de Memphis, bon, Randolph n'est pas là, mais pour moi, il n'a pas des stats de All-Star. Et c'est la pauvreté des intérieurs de la conférence Ouest qui fait que Marc Gasol est All-Star. J'aurais à la limite vu un Al Jefferson pour le bon début de Utah, ou bien sûr Monta Ellis, voilà. Ou alors Monta Ellis à la place de Steve Nash. Après, c'est difficile de sortir Nash quand on voit qu'il a 56% de réussite. Maintenant, la sélection Nash me paraît pas non plus, j'allais dire, exemple de tout reproche sur la saison qu'il fait. Voilà. Bon, Oui, vas-y. non, moi je voulais dire Nash quand même, il nous sort une saison quand même qui est exceptionnelle avec un temps de jeu qui se réduit de plus en plus. Je crois qu'il nous a déjà sorti 3 matchs avec 15 passes décisives en moins de 30 minutes. C'est le Donc meilleur de non voilà, assist, hein. Steve Nash est meilleur passeur de la ligue. Par contre, Ouais. donc, comme tu l'as dit pour Marc Gasol, et c'est la même chose avec Roy Hibbert. Pareil. On a donc les deux pivots sélectionnés alors qu'ils ne sont pas forcément les leaders de leur équipe. Rudy Gay et Danny Granger, voilà, auraient également pu prétendre à ce rang. Donc voilà, Roy Hibbert qui profite de l'hécatombe des pivots dans la conférence Est. Brook Lopez, Andrew Bogut, etc., Andrea Bargnani. Et Marc Gasol à l'Ouest, à l'Ouest derrière Andrew Bynum qui était cette année indiscutable au poste de pivot, c'était vraiment le néant dans les postes 5 purs. Al Jefferson aurait pu y prétendre mais bon, Marc Gasol, voilà, sa sélection au poste de pivot n'est pas non plus à 100% injustifiée. Donc voilà, et puis du coup, pour Steve Nash, moi Voilà. je maintiens personnellement Par que contre, sa sélection est méritée. Vas-y, je te laisse continuer. alors ouais, non, mais sur Nash, je veux bien que sa sélection soit méritée. Par contre, là où je vous rejoins pas du tout, en tout cas certains d'entre vous, c'est sur la sélection de Lou Holding. Pour moi, il mérite cette sélection. Comme disait Derrick Rose, s'il n'y est pas cette année, c'est une arnaque. Et je pense exactement la même chose. On ne se rend pas assez compte de l'impact de Lou Holding dans le jeu des Bulls de Chicago, ne serait-ce que par sa défense, par son leadership, même par son scoring en tant que lieutenant. C'est un excellent lieutenant. Et pour moi, il mérite cette sélection All-Star cette année. André Iguodala aussi, il fallait qu'il y ait un joueur des Sixers, il fallait aussi avoir un joueur des Pacers. Le problème, c'est qu'avec Danny Granger, il joue exactement au même poste. Ils ont tranché en faveur d'André Iguodala. Par contre, pour moi, l'intrus, c'est clairement Joey Johnson. Il a fait quelques bons matchs, mais pour moi, Josh Smith devait être à la place de Joey Johnson. C'est clair, net et précis dans mon esprit. Et Josh Smith, d'ailleurs, qui ne décolère pas, parce que les années d'avant, on l'avait pas entendu sur le fait qu'il soit pas All-Star, alors que lui aussi flirte avec cette sélection depuis un moment. Et du coup, là, cette année, ça l'a un peu fait sortir de ses gonds. Et je me mets à sa place, je le comprends un peu. Et je tends à penser finalement que Josh Smith va peut-être devenir dans les années futures l'un des meilleurs joueurs à ne jamais avoir été All-Star. Un petit peu comme l'avait été Byron Scott à l'époque, hein. Il me semble que Byron Scott n'a jamais été All-Star. Et il fait partie de ces joueurs qui ont tout le temps flirté sans jamais l'être. Ça, c'est Voilà. tout à fait vrai, oui, justement. Et Joe Johnson, qui est sélectionné un peu comme Nowitzki sur sa réputation. Voilà, Johnson ne fait pas une saison Voilà. mauvaise, mais il n'est pas non plus exceptionnel, alors que Josh Smith réalise vraiment une très bonne saison. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est justement pour ça que je notais un peu le renouvellement des générations dans l'All-Star Game, parce qu'on s'aperçoit que c'est un petit peu comment dire, un milieu un petit peu fermé, voilà, où une fois qu'on est rentré dans le cercle des All-Stars, on a plus de facilité pour y revenir. Un joueur comme Deron Williams, par exemple, avait mis plusieurs années voilà, à tourner autour avant de pouvoir enfin être sélectionné. Donc voilà, Josh Smith, à moins d'une blessure, ce ne sera pas pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, mais c'est sûr qu'il aurait mérité une place dans le All-Star Game. Oui. Voilà, alors messieurs, on va enchaîner rapidement en parlant du match des rookies, hein, rookies sophomores, avec cette année donc la grande nouveauté. Alors à mon avis, sous l'impulsion quand même, hein, de la chaîne de télé TNT, puisqu'on a appris cette année que les joueurs qui participeront à ce match seront en quelque sorte draftés
à la fois par l'équipe de Shaquille O'Neal et à la fois par l'équipe de Charles Barkley, ce qui est assez original, hein, on doit l'avouer, ça s'est jamais fait. Donc du coup, certains coéquipiers pourront jouer peut-être ensemble, en tout cas, dans le règlement, alors que d'autres, alors que c'était pas possible sur les années d'avant. Messieurs, à votre avis, est-ce que ça évolue dans le bon sens? Si vous voulez, je vais me lancer. Donc c'est la quatrième formule pour le Rookie Game, créée donc en 94. Alors pendant les 2 premières années, ça avait été un peu expérimenté avec un peu comme maintenant un pool des meilleurs rookies répartis entre 2 équipes. Puis après ça, de 96 à 98, pendant 3 ans, on avait les meilleurs rookies de l'Est contre les meilleurs rookies de l'Ouest. Donc ça faisait une bonne vingtaine de rookies sélectionnés, ce qui est pas forcément le top pour assurer un niveau de jeu élevé. Voilà, si on doit sélectionner 20 rookies chaque saison, c'est quand même assez difficile de trouver des joueurs qui ont un temps de jeu conséquent dans leurs équipes. Et puis après ça, donc depuis 2000, on avait droit à une rencontre entre les rookies et les sophomores. Donc voilà, là également une rivalité comme la rivalité Est-Ouest, une rivalité entre les joueurs de première année et de deuxième année. On a vu le plus souvent une domination des sophomores, voilà, qui à part en 2002, en 2000 et l'année dernière, donc 3 fois seulement les rookies ont remporté le match. Voilà, à chaque fois des matchs comment dire, très spectaculaires, mais sans grande intensité. Donc voilà, ce concept, moi personnellement, je suis pas vraiment très favorable à avoir une mixité entre joueurs de première année et de deuxième année. Je pense qu'au niveau des rivalités, voilà, il y aura pas vraiment de points d'appui. Voilà, comme on a une conférence Est, une conférence Ouest, des joueurs de première année, de deuxième année. Là, on aura un mix, un mélange de joueurs sans rien qui puisse les discerner. Alors je suis d'accord qu'on puisse avoir des associations intéressantes, voilà, voir peut-être Kyrie Irving et Ricky Rubio ensemble, voir peut-être enfin des joueurs d'une même équipe euh, s'affronter. Mais personnellement, je suis pas super favorable à cette nouvelle version. Donc on verra ce que ça donne sur le terrain. Voilà, de toute façon, ce sera sur le terrain qu'on jugera euh, de la réussite ou pas de cette nouvelle formule. Mais personnellement, je suis assez sceptique. Oui, il y avait Casifo hein, qui avait quelque chose à rajouter sur ce match. Bah, moi, je partage l'avis de Coach Kira à plusieurs exceptions près, notamment, notamment concernant le fait que, selon moi, ça peut être une bonne idée, une bonne innovation pour relancer l'attrait de ce match. Moi, je dois vous avouer que ce match, depuis que je suis l'All-Star, jamais, alors là, je n'ai jamais regardé autre chose que les highlights de ce match-là, c'est-à-dire 3 minutes. Donc, ça permet de, comment dire, de relancer l'attrait autour de ce match, ce qui me semble être intéressant. Peut, peut créer de nouvelles idées, de nouvelles complicités. Bon, après, ça peut aussi créer le problème aussi de nouvelles complicités qui aboutiront à un nouveau désir de transfert quelques années plus tard, mais je pars un peu trop loin. Donc, bon, bah, Voilà, c'est vrai que moi je vous rejoins un petit peu là-dessus sur j'ai l'intérêt du terminé. match hein, qui est pas terrible. Moi je pense que l'intérêt a été tué lors de la draft 2003 quand LeBron James avait voulu instaurer un concours de dunk en Pour de plein dunk à la match. fin du match, oui. Voilà, là j'ai trouvé qu'on marchait vraiment sur le ridicule. Maintenant, je pense que ça peut relancer un petit peu d'intérêt cette sorte de draft. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu cours d'école general manager entre Shaq et Charles Barkley. Donc pourquoi pas. C'est une formule à tester, on verra bien. Sinon, je vais peut-être rappeler juste les rosters des deux équipes, hein, puisqu'on n'en a pas parlé. Alors pour les rookies, on a Marshawn Brooks, Kyrie Irving, Brandon Knight, Kawhi Leonard, Markieff Morris, Ricky Rubio, Tristan Thompson, Kemba Walker et Derek Williams. Et pour les sophomores, donc on a DeMarcus Cousins, Landry Fields, Paul George, Blake Griffin, donc qui fera également le match des All-Star, week-end très chargé. Evany Banks des Lakers, Greg Monroe, Thiago Splitter, Evan Turner et John Wall. Voilà, je n'ai oublié personne pour cette rencontre. Voilà. Et peut-être quelque chose aussi qui a poussé à changer la formule, voilà, c'est cette année, au niveau des rookies, s'il fallait sélectionner les 10 meilleurs rookies, on aurait eu peut-être uniquement que des meneurs, pratiquement, ou des arrières. Il y en a tellement de bons niveaux par rapport aux intérieurs.
Donc je ne sais pas si c'est pour les mixer avec les intérieurs de deuxième année de type DeMarcus Cousins, Blake Griffin, Monroe, Thiago Splitter. Voilà, parce que si on regarde les rookies qui ont été sélectionnés pour y participer, à l'intérieur on a Tristan Thompson qui est un 4, Markieff Morris également. Et voilà, à part ça on a que des extérieurs. Derek Williams qui peut jouer au poste 4 mais qui est plus un 3. Et sinon on retrouve que des extérieurs. Donc bon, on verra ce que ça va donner sur le terrain. À mon avis, on va quand même avoir le même concept que lors des années précédentes, c'est-à-dire des dunks à gogo, sans grande défense. Voilà, on risque de voir un match à 140 points pour chaque équipe. Voilà, bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, on voit de belles actions. Bon, maintenant, voilà, le rookie game a changé. On verra ce que ça va donner. Disons que l'avantage c'est que il va y avoir des équipes un peu plus équilibrées, en tout cas au niveau des postes, ça c'est évident. Et justement, je reviens sur l'avantage du All-Star Game par rapport au Rookie Game, hein, même si c'est pas du tout le même niveau. Le fait que des joueurs comme Deng et Iguodala soient là pour amener leur défense, notamment dans les quatrièmes cartons si c'est serré, quand ça devient un petit peu tendu. Et c'est ça qu'on attend aussi maintenant d'un All-Star. C'est pas seulement des highlights à tout va. Ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant, hein. On se souvient du All-Star Game de 2001 à Philadelphie qui avait été magnifique, celui de 2003 à Atlanta. Voilà, le dernier de Jordan qui avait été énorme, oui. Voilà, ouais. Donc, c'est ces All-Stars là qui restent dans les mémoires, qui nous font vibrer. C'est ceux où vraiment à la fin ça se joue à rien du tout, où les tirs deviennent difficiles, où il y a de la défense. Et je pense que voilà, le genre de joueurs comme Deng et Iguodala ont toute leur place, notamment à ce moment-là du match. C'est sûr, voilà, c'est sûr. Et puis juste voilà, juste pour revenir, c'est une petite innovation maintenant. Ça fait quand même un petit moment que le All-Star Game, que le programme du All-Star Game est bien fixé, avec le Rookie Game le vendredi, avec le Celebrity Game le samedi, les quatre concours qui sont maintenant bien implantés, et dimanche donc le match de gala. Donc c'était bien peut-être d'innover. On verra ce que ça va donner. Ah oui, alors petite erreur de ma part, 2001 c'était bien Washington, hein, comme quasi faut me le faire remarquer. C'était pas Philadelphie, je me suis embrouillé avec le titre de MVP d'Allen Iverson, sûrement. Voilà, c'est ce qui avait dû me perturber. On va enchaîner maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, avec la sensation, hein, de la semaine écoulée, à savoir Jeremy Lin, ce joueur sorti d'un peu nulle part chez les Knicks, hein, qui a pris la main chez les Knicks, qui a été lancé dans le grand bain par Mike D'Antoni. Et là, il nous fait 5 matchs assez incroyables. Tout simplement pour terminer joueur de la semaine, et notamment la perf de la semaine, hein, pour lui, avec ses 38 points face aux Lakers sur une télé nationale. Donc maintenant il y a une sorte de hype, de folie de Jeremy Lin. Tout simplement, je vous pose la question, messieurs, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que ça peut être un futur All-Star, juste un bon role player? À vous de me le dire. Alors je vais prendre la parole. Bon, pour ma part, il va pas continuer sur ce rythme-là, c'est juste impossible. Ou alors ce serait du jamais vu de voir un joueur qui sort comme ça de nulle part et qui vient claquer du 25 points, 8 assists et 4 bons, quoi. Ouais, ça me paraît impossible. Je crois qu'on va voir déjà une nette différence ce soir si Amar'e Stoudemire revient pour New York. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il a pris 20 shots par match, hein. Bon, 20 shots, c'est quand même énorme pour un joueur comme lui. Donc voilà, il a profité de l'absence de Carmelo et de Stoudemire. Mais je crois que ça va vite redescendre. Néanmoins, il a quand même prouvé qu'il savait faire gagner une équipe, puisque en l'absence des deux stars, New York a gagné les 5 derniers matchs. Et il en est quand même pour beaucoup, hein. Tu as notamment parlé de ses 38 points face aux Lakers. Il était dans un grand jour, une grosse réussite. Et voilà, donc pour moi, en sortie de banc, il peut devenir sixième ou même prendre la place de 2 dans le starting 5. Mais son apport va énormément baisser quand Carmelo, Anthony et quand Amar'e Stoudemire reviendront, et il prendra peut-être 10 shots maximum par match au lieu des 20 qu'il prend actuellement. Donc voilà, en feu de paille. Je sais pas, parce que bon, il va pas s'éteindre totalement à mon avis, mais parler de lui comme futur All-Star, ça me paraît d'une part prématuré et d'autre part surréaliste. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Je suis assez d'accord avec l'analyse d'Ostrak.
Mais selon moi, j'apprécie cette histoire. J'apprécie ce genre d'histoire autour de la NBA, qu'un joueur qui sort de Harvard, son équipe est au bord du précipice. Puis, te rappeler que la semaine dernière, New York était au bord du précipice avant cette série-là. Ah Tout le monde oui. parlait, enfin, tout le monde anticipait sur un éventuel renvoi de D'Antoni après le Super Bowl. Tout le monde commençait à spéculer. Enfin, bref. Donc, moi, je suis très content. Cette histoire-là me plaît. Maintenant, est-ce qu'il va durer? Là, je suis d'accord avec Ostrak, encore une fois, je ne pense pas qu'il va durer à ce rythme-là. 25 points, 8 passes, 4 rebonds par match, je pense que on est d'accord, ça va pas être possible. Enfin, si c'est possible, je serais content pour lui, mais je ne pense pas. Cela étant dit, ce joueur, de ce que j'ai vu de lui, notamment lors de la fin du match contre les Lakers, joue avec intelligence, et cette intelligence de jeu peut être très intéressante et peut faire franchir un palier à New York, notamment concernant la relation avec avec Carmelo Anthony et Amar'e Stoudemire. Si, parce que j'ai une déclaration de Carmelo Anthony aujourd'hui là où il disait qu'il était prêt à bon, changer son jeu, c'est un grand mot, mais à rester dans son rôle de scoreur en fait. Je pense que s'il reste dans son rôle de scoreur sans trop dépasser ce rôle-là, sans trop jouer en isolation, New York ne peut être que meilleur. Parce qu'avec Amar'e Stoudemire, je pense que l'association de Jeremy Lin Amar'e Stoudemire sur pick and roll, on en a vu un aperçu avec Tyson Chandler, ça peut donner un résultat très très intéressant. Ouais, je suis Voilà, d'accord ben, avec toi. Excuse-moi, Kira. vas-y, Juste je te laisse. parce que je suis d'accord que Carmelo Anthony peut se contenter de ce rôle de scoreur et ne pas abuser des isolations, mais alors il faut changer de coach. C'est pas un mec comme Mike D'Antoni qui va dire à Carmelo arrête les isolations. Et Anthony le fera pas lui-même, ça j'en suis convaincu. D'une part, il aime trop scorer, et d'autre part, il a pas le cerveau pour. Je suis désolé, c'est pas le mec qui a le cerveau le plus évolué en NBA. Et voilà, on est bien d'accord. C'est un très bon joueur. Voilà, il y a rien à dire, mais c'est pas un mec comme Pogazol qui a le QI basket de Pogazol par exemple. Donc, je te rejoins peut-être là-dessus, mais alors qu'on vire d'Anthony, qu'on mette en coach qui sache prendre les rênes d'une équipe, et à ce moment-là, on verra peut-être Carmelo Anthony changer et Jeremy Lin s'affirmer un petit peu plus dans cette équipe, quoi. Oui, 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 Voilà, c'est ben, sûr que. Vas-y, vas-y, coach. ok, bah écoutez, pour ma part, moi, avant de regarder les stats de Jeremy Lin, ce qu'il faut regarder, c'est la colonne victoire pour les Knicks. Voilà, 5 matchs, 5 victoires. On voit une équipe avec Jeremy Lin comme leader, mais pas que lui. On sent enfin une âme dans cette équipe, ce qu'on n'avait pas depuis l'arrivée de Carmelo et de Stoudemire, avec des joueurs motivés, voilà, qui sautent quand il y a un 3 points qui est marqué, des joueurs comme Iman Shumpert, comme Steve Novak par exemple, qui se sont complètement transcendés lors des quelques derniers matchs. Pour moi, on a vraiment assisté à la naissance d'une équipe. Et j'ai un peu peur que les retours de Stoudemire, puis de Carmelo, ne brisent cette dynamique. Donc là, quant à Jeremy Lin, bah, pour l'instant, il joue à un niveau de jeu exceptionnel. J'espère que ce soir, voilà, à Toronto, je vais pouvoir bien profiter de son niveau de jeu. Mais à mon avis, il va y avoir un match, voilà, d'ici à quelques jours, où il sera moins bien, où il fera un petit 2 sur 12 au shoot, voilà. Et ça cassera un peu la hype qu'on a en ce moment. On le voit partout sur Internet, couverture de Sports Illustrated. Moi, ça me rappelle un petit peu le phénomène qu'on avait eu il y a pratiquement 10 ans maintenant, en 2003, c'était avec Pete Murray, qui est également sorti nulle part pour commencer la saison. Il avait fait d'abord une saison rookie complètement anecdotique avec Milwaukee, il avait été coupé avant de rejoindre Seattle et de rester Seattle, sur le ouais. banc. Voilà, et la saison d'après, donc il avait profité il me semble que c'était le départ de Gary Payton vers les Lakers euh, pour être titulaire. Et il avait réalisé des matchs exceptionnels en début de saison. Voilà, donc je sais plus si c'était Gary Payton ou si c'était une blessure de Payton ou s'il était parti, mais en tout cas il avait hérité du poste de titulaire pendant quelques matchs et avait été exceptionnel. Avant voilà de se tasser, il avait réalisé globalement une bonne saison. Et puis depuis, il est resté dans un rôle, on va dire, de scoreur en sortie de banc, sans jamais vraiment réussir à percer. Donc voilà, Lin, après 5 matchs, c'est difficile de dire ce qui va devenir de lui. On parlait encore d'une possibilité de le voir se faire couper il y a quelques jours du côté des Knicks. Voilà, maintenant, en tout cas, c'est Ouais. une probabilité qui est complètement impossible. Donc voilà, on va déjà qu'il finisse bien sa saison avec New York.
Après ça, il sera agent libre. Est-ce que quelqu'un voudra le signer à long terme pour un gros chèque? Ça reste à voir. Voilà, mais en tout cas pour l'instant, tant qu'il affiche ce niveau de jeu, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait et je vois pas pourquoi on lui enlèverait du temps de jeu et des responsabilités. Ah mais c'est vrai que c'est une histoire complètement incroyable hein, que celle de Jeremy Lin. Il y a quelques jours, hein, il avait même pas son appartement à lui. Il venait d'arriver à New York. Il dormait sur le canapé de Landry Fields. Faut le savoir. C'est complètement incroyable cette histoire. On se demande même comment autant de personnes ont pu finalement passer sur lui, notamment du côté de Golden State, hein, où il était juste avant, une équipe qui l'a viré en fait sans ménagement pour faire une proposition à DeAndre Jordan à l'intersaison. Il arrive vraiment sur la pointe des pieds en 15e homme chez les Knicks. Et puis là, d'un coup, on lui fait confiance. Il arrive à saisir sa chance. Et là, il explose complètement. Alors, pour le moment, il joue en sur-régime. Là, je vous rejoins complètement. Pour moi, ça sera pas futur All-Star non plus. Mais un bon role-player, un bon meneur backup, euh, pourquoi pas, ou même un bon meneur titulaire. Hein, ça peut être sans problème un très bon meneur titulaire. Disons que c'est vraiment mon coup de cœur en ce moment. Il a apporté un vent de fraîcheur complètement incroyable. Il supporte en tout cas la pression parce que lui, ou alors il joue vraiment sans pression pour le coup et il se fout un petit peu de tout. S'il a des tirs à prendre, il les prend. On a vu dans le match contre les Lakers, même dans d'autres matchs. Et en ce moment, c'est lui qui porte l'équipe sur ses épaules. Il rend en plus les autres meilleurs parce qu'il a une très bonne vision du jeu. Et finalement, c'est peut-être la seule chose qui a fait de bien d'Anthony depuis son arrivée à New York. Je pense qu'il peut être compatible avec Amare Stoudemire, un peu comme Nash l'était avec Stoudemire, même si Jeremy Lin n'a pas le niveau de Steve Nash dans ses meilleures années, c'est indiscutable. Mais je pense que les deux peuvent être associés. J'ai beaucoup d'appréhension par contre avec Carmelo Anthony. Comme vous l'avez dit, sur les isolations, il va falloir que le ballon circule un peu plus pour pouvoir avoir encore Jeremy Lin à un bon niveau et surtout pour continuer à avoir par exemple un joueur comme Landry Fields justement qui a refait surface après comme par hasard la blessure de Carmelo Anthony. Hein. On a l'impression que quand Carmelo est là, Landry Fields justement suit pas et l'inverse quand il est pas là, Landry Fields remet le nez finalement à la fenêtre. Non, mais on a l'impression Voilà. vraiment que cette équipe s'est libérée avec Jeremy Lin à la main et en l'absence de Carmelo Anthony. Voilà, on sent les joueurs beaucoup plus impliqués dans tous les systèmes. Vraiment, enfin, c'est le jour et la nuit par rapport au début de saison. Donc voilà, personnellement, donc je pense que l'équilibre risque malheureusement d'être chamboulé avec le retour des deux All-Stars. Ouais. Et puis vraiment, comme vous l'avez dit, maintenant il y a une âme dans cette équipe. On s'orientait tout doucement vers un fiasco quand même assez énorme du côté des Knicks. Et là maintenant, juste grâce à ce joueur, la deuxième partie de saison, elle est sacrément excitante maintenant pour New York avec ses 5 victoires de suite. On se dit finalement ils vont peut-être se qualifier pour les playoffs. Qu'est-ce qui va se passer finalement, quelle va être la suite. Maintenant, les matchs d'Enix sont attendus et les télés chinoises ont commencé à investir justement dans les matchs d'Enix du fait des origines aussi taïwanaises de Jeremy Lin. C'est en train de prendre quand même une ampleur assez incroyable. Alors même, c'en est même trop. Hein, le soufflet va forcément retomber à un moment donné. Il faudra pas que la chute soit trop dure pour lui aussi, qui commence à se mettre trop de pression. Mais c'est quand même quelque chose de complètement incroyable. Voilà. Donc, messieurs, on va enchaîner, hein, on va clore le chapitre Jeremy Lin. Hein, on en a fait une bonne part. Maintenant, on va parler en fait du triangle texan. Hein, on va faire un focus un peu sur les trois équipes du Texas, à savoir les Rockets de Houston, qui sont toujours qualifiables pour le moment pour les playoffs. Les Spurs de San Antonio avec 7 victoires de suite. Et puis aussi les Mavs de Dallas qui viennent d'enchaîner deux gros matchs face aux Blazers et aux Clippers. Messieurs, qui est-ce qui veut se faire sur l'une de ces trois équipes? Je vous écoute. Ah, peut-être coach, hein? Bah écoutez, à ce moment-là, oui, je vais peut-être me lancer. Bah, là, cette année, on se retrouve avec les trois équipes du Texas, un petit peu comme au milieu des années 2000, avec une vraie rivalité entre les trois équipes, toutes plus ou moins au top niveau. Voilà, donc pour l'instant, les trois équipes justement reviennent très en forme. San Antonio qui enchaîne les victoires,
avec un Tony Parker de feu et avec Manu Ginobili de retour. Dallas, donc après son début de saison catastrophique, commence à bien revenir, à l'image de son franchise player Dirk Nowitzki, qui depuis maintenant quelques matchs retrouve son niveau de jeu, le niveau de jeu qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et donc également Houston. Voilà, Houston qui depuis maintenant quelques saisons tournait autour au niveau des playoffs. Cette année, on sent vraiment que la page Yao Ming, on va dire, est tournée et qu'avec cette nouvelle équipe, les Rockets peuvent, à mon avis, accéder aux playoffs. Après ça, Houston, je pense qu'ils sont un peu justes pour viser beaucoup plus qu'un premier tour. Même s'il y a beaucoup de bons joueurs, voilà, Scola, Lowry, il n'y a pas vraiment de superstars au sein de l'effectif. Voilà, mais en tout cas, 3 équipes qui sont dangereuses. Voilà, mon coup de cœur, personnellement, ça reste les Spurs. Voilà, Tim Duncan, qui, même si on l'annonce sur le déclin, reste quand même un joueur d'un sacré calibre. Voilà, j'ai hâte de voir son duel avec Blake Griffin cette semaine. Et puis également l'implication des jeunes, voilà, Popovic qui nous sort un Danny Green qui était coincé sur le banc des Cavs et qui a marqué à plusieurs reprises plus de 20 points par match. Kawhi Leonard, voilà, le rookie qui fait également une bonne saison. Donc voilà, trois équipes très solides. Thiago Splitter qui après une première saison, on va dire, de découverte en NBA, commence vraiment à élever son niveau de jeu. Donc voilà, 3 équipes vraiment séduisantes. Pour moi, les Spurs restent la plus forte des 3. Voilà, et puis à Dallas, juste un petit mot, voilà, pour signaler, voilà, que ça va un peu moins bien pour nos Français, avec le retour de Jason Kidd. Rodrigue Bobois est sorti de la rotation, ce qui est assez surprenant vu qu'il joue une bonne vingtaine de minutes par match avec des statistiques assez intéressantes. Et Yann Maini, voilà, qui voit aussi son temps de jeu un peu reculer, il joue plus qu'une petite dizaine de minutes par match. Donc voilà, on espère que pour eux ça va s'arranger. Mais voilà, je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le triangle texan. Oui, moi je voudrais dire notamment que pour moi les 3 équipes, San Antonio, Dallas, Houston, sont très fortes. J'ai eu l'occasion de voir les Spurs venir à Philadelphie. Alors, je jouais contre les Sixers à Philadelphie, donc un match à regarder. Les Spurs ont été impressionnants, notamment la session Neil Splitter sur pick and roll. Enfin, c'est juste très très beau à voir. C'était harmonieux, c'était beau à voir. Bon, malgré le fait que ça soit contre mon équipe, mais bon. Chose. Cette équipe de San Antonio me paraît très vraiment semble réglée au centimètre près. Parker qui prend la pénétration, si ça rentre pas, il peut ressortir sur un shooter à 3 points, qui peut redonner à Duncan, qui fixe et qui peut ressortir. Enfin, tout ça me semble très très fixé. Les Spurs, je les vois bien approcher les playoffs avec l'avantage du terrain. Concernant Dallas, en tant que champion en titre, leur début de saison a été un peu compliqué. La machine a mis du temps à repartir. Maintenant, elle me semble repartie comme l'année dernière et je les vois bien faire une fin de saison régulière tout à fait honorable et en playoff élever le niveau de jeu et là il faudrait être très fort pour les sortir. Concernant Houston, j'aimerais les voir retourner en playoff, mais l'homogénéité de la conférence et le fait que l'homogénéité de la conférence me laisse sceptique. J'ai du mal à les voir passer Utah, Memphis ou même puisqu'actuellement les 10 premiers, que ce soit les 10 premiers se tiennent en mouchoir de poche, à l'exception d'Oklahoma City qui est premier tranquillement. Donc du mal à voir Houston aller en playoff, mais j'aimerais me tromper. Alors personnellement, je rejoins Cadifo là-dessus. Houston, ça reste quand même une grosse surprise. Il faut quand même se rendre compte qu'ils ont le même bilan que les Lakers, en meilleur bilan que Portland. Bon, qui aurait pu prévoir ça en début de saison, en sachant que Adelman est parti, qu'ils ont pris Kevin McHale comme coach, donc c'est pas non plus une pointure, une grosse référence dans le coaching. Ok, il est bon, voilà, il fait bien son job, mais Houston, ça reste quand même une énorme surprise pour ma part, hein. Du côté de San Antonio, qui viennent d'enchaîner 7 victoires à la suite, je trouve ça assez étonnant de leur part aussi, en sachant que Ginobili va seulement revenir. Mais bon, on voit que Parker tient bien la baraque. Il fait certainement sa meilleure saison de sa carrière. Il est vraiment époustouflant. Donc, voilà, en espérant que San Antonio va pouvoir continuer sur ce rythme.
Et puis on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, mais Greg Popovich gère très bien le temps de jeu de ces hommes, hein. Et ça, on l'avait dit à l'époque, ça peut faire la différence une fois qu'arrivera les playoffs, parce que quand on voit par exemple la gestion du temps de jeu qu'a Mike Brown aux Lakers par exemple, les Lakers vont arriver cramés, tandis que San Antonio va arriver malgré l'âge un petit peu plus frais. Donc ça, au moment des playoffs, ça pourrait compter. Et enfin, un petit mot sur Dallas, la force tranquille, hein, j'ai envie de dire, après un début de saison où tout le monde s'affolait déjà. Voilà, ils remontent la pente tranquillement à leur rythme. Et maintenant, ils sont bien calés dans la conférence Ouest. Ils ont leur place en playoff qui est déjà bien assurée, à mon avis. Et ils ont retrouvé le niveau de jeu qui était le leur l'année dernière. Et juste un petit dernier mot. euh, Plus que ces trois équipes-là, c'est carrément la Southwest Division qu'on retrouve en top niveau avec Memphis qui est aussi en Oui. prétendant au playoff malgré la blessure de Zach Randolph. Donc c'est un peu cette conférence, la top conférence qu'on avait au début des années 2000, au milieu des années 2000, qu'on retrouve. Et bon, on a aussi New Orleans dans cette conférence, mais bon, c'est un peu... bon voilà, hein, ils sont à 5-23, donc on va éviter d'en parler, mais c'est un peu la conférence qu'on redoute à nouveau au sein de cette conférence Ouest. Pour poursuivre, enfin, pour compléter un peu ce que Oz a dit, je pense également que l'homogénéité de la conférence Ouest, selon moi, risque d'être diabolique à observer, puisque on sait tous que la NBA est une ligue de match-up. Et certaines équipes peuvent être très très bonnes contre la plupart, mais il y a une équipe contre laquelle elles n'aiment pas jouer. Et l'année dernière, c'est ce qui a eu le malheur d'arriver à San Antonio. Et cette année, je pense qu'à part Oklahoma City et à un degré moindre Dallas et les Lakers, les autres équipes de l'Ouest, comment dire, vont appréhender l'adversaire qu'ils vont avoir. Parce que je pense que Oklahoma City, Dallas ou Los Angeles, les Lakers bien sûr, parce que bon, voilà, euh, je pense que quel que soit l'adversaire au premier tour, ça passe. Mais les autres équipes de l'Ouest, que ce soit les Clippers, les Spurs malheureusement, Denver, Portland ou éventuellement Memphis ou Utah, le match-up reste d'être déterminant. Voilà ce que Oui, je peux oui, dire. ouais, ça arrive souvent, hein, ces histoires de match-up. Comme tu l'as dit, on l'a vu la saison passée. Maintenant, à mon avis, ouais, il y a certaines équipes qui se mettront à l'abri assez rapidement. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt des playoffs et tout le charme des playoffs, hein, sur ces séries-là. Moi, j'aimerais revenir spécifique sur les Rockets, parce que pour le moment, c'est quand même la grosse surprise de la conférence Ouest, avec un bilan de 16 victoires pour 12 défaites. Une équipe sans réel star, hein, on a envie de dire. Il y a quelques bons noms de joueurs. Donc le meilleur scoreur de l'équipe, c'est Kevin Martin avec plus de 18 points par match. L'ancien shooter des Kings de Sacramento. À l'intérieur, c'est Luis Scola qui tient qui tient la baraque, avec Samuel Dalembert surtout pour la défense. Alors Scola plus pour le côté attaque, Dalembert plus pour le côté défense. Et ce qui est fort dans cette équipe des Rockets, c'est également le collectif. Il y a pas mal de joueurs, hein, si je regarde bien, donc on a 4 joueurs à 10 points ou plus par match. Et le cinquième, Chase Budinger, qui a 9,2. Donc il y a pas mal de joueurs comme ça, hein, de bons joueurs qui sont des role-players, qui savent ce qu'ils ont à faire et qui font bien le boulot, ce qui explique aussi que les Rockets soient à ce niveau. Alors, ils ont Kyle Lowry qui aurait pu prétendre à une sélection All-Star. Il se trouve que ses pourcentages au tir sont un petit peu faibles pour qu'il puisse accéder à cette sélection cette année. On a également Courtney Lee qui complète tout ça. Donc Chase Budinger, je l'ai dit. Goran Dragic en backup qui est toujours très bon, très performant. À l'intérieur, on a des joueurs comme Patrick Patterson, Jordan Hill. Ça fait pas beaucoup de bruit, hein, ce genre de joueurs, mais mine de rien, sur un match, c'est toujours utile de les avoir. Et vous avez même, le joueur qui est passé par la proie, Chandler Person, qui est passé alors du côté de Strasbourg, si je me trompe pas, du côté de la SIG ou de Cholet. Est-ce que quelqu'un peut... Personne c'est Cholet. Strasbourg, Cholet, c'est voilà. Davoy Allen Alors et voilà. Justin Harper, oui. Exact, voilà. Donc il me semblait que je me plantais. Alors lui, par contre, c'est une machine à claquettes dunk, hein. Si vous avez vu dans les highlights, c'est vraiment dès qu'il y a une claquette dunk à faire, il est là pour écrabouiller tout le monde. Donc c'est une équipe qui fait pas beaucoup de bruit, dont personnellement je les ai vus jouer, je crois 2 fois dans la saison, euh, pas plus que ça.
Donc voilà, Mais c'est un peu une équipe en sous-marin. Alors, ça m'étonnerait quand même qu'elle arrive dans les 8, parce que j'ose toujours espérer que Memphis va relever un peu la tête sur l'effectif, sur le talent. Je pense qu'ils sont capables de passer devant les Rockets. Maintenant, les voir là à ce niveau-là de la saison, c'est quand même fort. Bravo Kevin McHale. Voilà. ouais, voilà, ouais, moi personnellement je pense qu'ils seront dans les 8, on verra bien. Par contre, en tout cas, un point que Mister Strévier Triple Double a évoqué, voilà, c'est l'absence de stars à Houston. On a la même chose avec Denver, on a la même chose avec Philadelphie, et avec justement le regroupement entre guillemets entre Big Three comme à New York, à Miami, etc., où on voit les stars qui se rejoignent dans quelques franchises. Bah, justement, toutes les Hmm. stars sont dans les mêmes équipes et les autres équipes se construisent autour de role players. Donc à ce niveau-là, on peut se demander si c'est pas une tendance, voilà, qu'on verra dans le futur entre d'un côté une équipe avec 3 ou 4 superstars et de l'autre une équipe, des équipes avec 10 joueurs capables de se relayer sur le terrain. Donc voilà, une tendance peut-être pour le futur. On verra bien dans les saisons qui viennent. Ah oui, non, mais ça c'est une tendance lourde, hein. C'est une tendance lourde depuis quelques années, ce regroupement de stars et donc des équipes. Forcément, bah, sans star, on a vu comme tu l'as dit Denver, Philadelphie, les Pacers, il y a quand même Danny Granger, mais bon, c'est quand même assez collectif. Ouais, c'est vraiment bon. Il y en a qui trouvent ça dommageable, il y en a qui trouvent que bah, les équipes de stars justement font la locomotive de la NBA. Voilà. On va peut-être enchaîner un dernier sujet de NBA avant de passer sur la NCAA. Ben, messieurs, on va parler de quelques trophées qui pourraient être décernés quasiment vers cette mi-saison. On démarre rapidement par le trophée de MVP. Juste un nom, une phrase pour justifier. On va démarrer peut-être par Coach Kira. Bah, MVP, LeBron James. LeBron James, voilà, saison exceptionnelle. Devant numéro 2, Kevin Durant pour l'instant. Et derrière, numéro 3 pour l'instant, je dirais quand même Kobe Bryant qui fait une super saison. Ok, Ostrak. LeBron James hein, aussi indiscutable, je vois pas qui pourrait venir le détrôner, son niveau de Mhm. jeu est phénoménal cette année, donc voilà, pas de problème là-dessus. En deux, on va dire Kobe Bryant, si les Lakers arrivent à avoir un bon bilan à l'Ouest. Et en 3, bon, bah, on va peut-être mettre Kevin Durant. Je vais juste inverser avec Coach Kira parce que bah, Durant est toujours présent. On en parle peut-être un petit peu moins que les autres années parce que voilà, maintenant on sait que c'est une superstar, mais il est toujours présent. Donc voilà mon trio de tête pour le MVP. Ok, quasi. Numéro 1, LeBron James, tout a été dit. Numéro 2, Kevin Durant. Il est hyper régulier, il ne fait pas de bruit, mais Oklahoma City avance tranquillement, tel un bateau qui s'avance à sa destination, tranquillement. Et en numéro 3, je mettrais Kobe Bryant, parce qu'il a fait un début de saison impressionnant. Il est toujours aussi efficace à son âge. C'est quelque chose d'impressionnant et que je respecte énormément chez lui. Voilà. Voilà. Alors pour moi, j'ai les mêmes hein, sur le début. Donc LeBron James, bien sûr, je reviens pas dessus. Il y a qu'à voir son match hier pour ceux qui l'auraient pas vu face aux Bucks, où il fait le meilleur pourcentage de sa carrière au niveau des tirs. Si vous avez 2 minutes, jetez-vous sur ce match pour regarder. En 2, Kevin Durant pour le bilan d'Oklahoma City, équipe très bien établie, etc. Vous l'avez dit. Et en 3, par contre, je mettrais Derrick Rose, le MVP en titre, qui par contre fait encore une sacrée bonne saison et qui porte encore les Bulls sur ses épaules. On a vu contre les Celtics le fait qu'il soit pas là sur ce match en particulier face à Rondo qui a sorti un énorme triple-double. On a vu que quand il n'est pas là, cette équipe est vraiment dépendante de son leader. Bon, quelle équipe ne l'est pas? Ça arrive souvent. Voilà. Maintenant, on va peut-être enchaîner sur le trophée de 6e homme, messieurs. Alors, bah pareil, on va garder le même ordre, coach. 6e homme, bah écoutez, je pense que pour l'instant, James Harden le mérite, vu le bilan d'Oklahoma City, même si depuis quelques matchs, voilà, il est un petit peu en dessous. Et puis sinon, il y a quelqu'un qui est en train vraiment de crever l'écran, c'est Lou Williams avec Philadelphie, qui va peut-être devenir le premier joueur depuis Del Curry dans les années 90 à terminer meilleur marqueur de son équipe sans commencer un seul match. Donc à mon avis, ça va se jouer entre ces deux joueurs. Ok.
Pour ma part, je rejoins Kira sur le choix des deux joueurs. Ça va être très très serré parce que Harden, quand il sort du banc et qu'il est mauvais, c'est toute l'équipe qui en pâtit et généralement ça résulte par une défaite. Et d'un autre côté, on a Lou Williams qui peut être clutch, qui est le meilleur scoreur de l'équipe. Et donc Asifo pourra certainement en dire plus que moi, mais un joueur que j'apprécie vraiment énormément. Et donc voilà, je crois que ça va être très très serré. Moi j'ai une petite préférence pour Lou Williams. Peut-être pour le côté émotionnel, mais voilà, Lou Williams, sixième homme pour moi. Mon concernant, j'ai pas beaucoup vu jouer au Oklahoma, donc mais James Harden, le peu que j'ai vu, il a été efficace. Tandis que concernant les Sixers, pour moi, Lou Williams fait du bon travail en sortant du banc, mais Tadeusz Young, franchement, en termes d'impact, d'intensité, de lutte, d'hargne, de changement de momentum, est vraiment très très fort. Et si je dois donner si je dois dire quel joueur parmi les Sixers est le meilleur entre Tadeusz Young et Lou Williams en sortie de banc, je le donnerai à Tadeusz Young. Cependant, je pense que James Harden est devant, donc ce sera lui selon moi qui l'aura. Ah, très intéressant ce point de vue. Pour moi, c'est Harden qui va l'avoir également. Après, c'est vrai que si Lou Williams arrive à avoir ces statistiques quelque peu historiques qu'a évoqué coach Kira, sur le fait que il est meilleur marqueur de son équipe en n'ayant pas débuté un seul match, ça peut peser dans les votes. Ça sera serré. On verra, voilà. Maintenant, on va peut-être parler aussi sur le dernier trophée qu'on aimerait évoquer ce soir avec vous. Ça serait le trophée de coach de l'année. Beaucoup de prétendants. Messieurs, votre avis? Coach de l'année, ouais, toujours difficile à décerner entre les équipes qu'on attendait au top niveau et qu'ils sont, et les équipes un petit peu surprises. Alors à ce niveau-là, moi j'ai quelques noms. Voilà, Doc Collins pour Philadelphie qui fait un travail exceptionnel avec un effectif qui ne paye pas de mine mais qui est très homogène. Également comme coach, pourquoi pas, alors je vais lancer le nom Eric Spoelstra. Voilà, malgré la présence de James, Bosch et Wade, cette année l'équipe de Miami a vraiment franchi un palier par rapport à l'année dernière au niveau de sa qualité de jeu. C'est le jour et la nuit entre l'année dernière où LeBron James et Wade faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec la balle. Cette année c'est beaucoup plus construit, on a des joueurs de banc qui sont beaucoup plus impliqués. On a une vraie, comment dire, une vraie équipe au sens noble du terme. Voilà, et puis un troisième nom, pourquoi pas Vinny Del Negro qui fait du très bon travail avec les Clippers, qu'on n'attendait peut-être pas aussi haut. Donc voilà, pour l'instant, ce sont les trois noms qui se dégagent pour moi. Pour ma part, il y a aucun doute, c'est Mike Brown, le coach de l'année. Une gestion de l'effectif hors norme. Non, 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 non. Blague à part, bien entendu, non, non. Non, moi je mettrais Doug Collins pour les raisons qu'a évoqué coach Kira, parce que bon bah voilà, il fait un bon boulot. L'année dernière, certains voulaient le mettre à la porte et finalement on voit que ça a payé de le garder. Cette année, il fait un très bon boulot. Maintenant, quand coach Kira parle de Spoelstra, je suis un peu, ouais, je suis pas convaincu parce que, enfin, ok, il coach, mais en même temps, il a qu'à regarder ses joueurs faire quoi. Quand on a James, Wade en attaque, qu'est-ce que vous voulez dire qu'on entend qu'on entend les coachs parler, qu'on entend Spoelstra, c'est toujours la même chose et c'est pas très enfin c'est pas digne d'un coach NBA. Je trouve donc le mettre coach de l'année c'est un petit peu juste. Il a la place qu'il mérite parce qu'il a l'effectif pour le faire et voilà, c'est tout. Donc moi je mettrais Doug Collins bien devant à mon avis. Concernant Doug Collins, l'année dernière, après 16 matchs, Philadelphie était à 3 victoires pour 13 défaites. J'étais sceptique, je dis, j'ai été sceptique parce que je ne voyais pas le changement par rapport à l'ère Eddie Jordan, qui a été. Ouais, moi. Bon, cela étant dit, cette année, moi, pour le trophée d'entraîneur de l'année, je le donne à Greg Popovich, parce qu'il gère bien le temps il gère bien le temps de ses joueurs stars. Il fait bien travailler ses joueurs l'apprécient, ils se dévouent pour lui, ils se battent pour lui. San Antonio ne fait pas de bruit, mais continue à avancer toujours efficacement. Et comme ça pourrait être sa dernière année, vu qu'il a toujours dit que l'année où Duncan partira, je partirai aussi. Bon, après on va voir s'il va le faire ou pas. Mais je pense que ce serait un bon au revoir pour lui avant d'aller chercher une bague. Voilà, alors pour Popovic, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait l'avoir quasiment chaque année. Chaque année, il peut y prétendre. Comme Jerry Sloan pouvait y prétendre chaque année avec le Jazz. Alors Jerry Sloan qui l'a jamais eu. Ça, c'est l'un des petits scandales de l'histoire de la NBA. Bon, Collins, je vous rejoins là-dessus. En début de saison, j'aurais dit Dwayne Casey de Toronto.
Les Raptors se sont un petit peu écroulés avec la blessure de Bargnani également. Et j'ai 2 autres noms en tête. Alors, si les Rockets se qualifient pour les playoffs, Kevin McHale. On n'en parle quasiment pas, mais je pense que si les Rockets arrivent à se qualifier dans la conférence Ouest, il pourra prétendre à quelque chose. L'autre nom, c'est aussi pareil en cas de qualification pour les playoffs, c'est Rick Adelman des Wolves, parce qu'il a quand même bien modifié cette équipe. Il a quand même donné les clés du camion, comme on dit, à Ricky Rubio. Bon, pour moi, voilà, ça va jouer entre McHale, Collins, Adelman. Après, c'est vrai que sinon, si on regarde le bilan, de nouveau, bien sûr, des Scott Brooks, des Tom Thibodeau, Mais limite Spoelstra. Mais bon, pour moi, ils ont moins de mérite de par leur effectif. Parce que pour moi, voilà, mais le coach of the year, c'est vraiment celui qui arrive à tirer le maximum de son effectif au regard de ses joueurs. Voilà, ouais. voilà, il y a des coachs comme Phil Jackson par exemple, lors des 15 dernières années, Popovich, Jerry Sloan, voilà, qui l'ont peut-être pas eu suffisamment. Pas eu assez. Après, c'est toujours comment dire, la difficulté de choisir un coach qui a une équipe qui sur le papier est excellente et qui est au niveau. Voilà, Phil Jackson a eu Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Voilà, tous les coachs n'ont pas ça dans leur effectif. Ou alors un coach voilà, qui fait quelque chose de bien avec une petite équipe. Donc voilà, c'est toujours assez difficile à décerner. C'est un petit peu comme pour le trophée du joueur ayant le plus progressé. Est-ce qu'on prend une star qui est devenue une superstar ou est-ce qu'on prend un joueur venu de nulle part et qui est devenu un bon role player? C'est toujours voilà la petite difficulté, mais bon, on verra bien ce que nous réserveront les trophées en cette fin de saison. Ouais. Ah bah pour les Concernant, MIP, on a eu les deux cas. Hein. On a eu les deux cas pour les MIP. On a eu du Kevin Love l'année passée. Là, cette année, c'est sûr que si Jeremy Lin continue à ce niveau-là, en termes de progression, je pense que là, il pourra difficilement y avoir mieux. Voilà, si quelqu'un veut enchaîner, n'hésitez pas. Sinon, on va concernant passer sur le. Oui, vas-y. Concernant les entraîneurs, j'aimerais rajouter un petit mot. Je pense que l'entraîneur, son apport ne doit pas être sous-évalué. Je veux dire que Doug Collins, par exemple, pour ne citer que lui, a entraîné Michael Jordan et Scottie Pippen. Bon, c'était pas la même période de leur carrière, mais je veux dire qu'un entraîneur, c'est lui qui est le chef du navire, c'est lui qui impulse la dynamique, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il faut cajoler, quand est-ce qu'il faut être moins, comment dire, quand est-ce qu'il faut alterner entre le câlin et le bâton. Je veux dire, des moments. C'est important, selon moi, c'est très important. Et Phil Jackson, auparavant, j'étais assez sceptique le concernant, mais récemment, j'ai lu son ouvrage Sacred Hoops, qu'il avait publié dans les années 90, et également son ouvrage The Last Season, quand il parlait des Lakers 2003-2004. Et son approche Oui. psychologique me plaît énormément parce qu'on voit qu'il arrive à bien manager les égos, les conflits, à alterner entre la réprimande ou l'aspect, comment dire, ou l'aspect limite fraternel, je veux dire. Donc c'est pour ça que Hmm. l'apport du coach me semble très important. Ah, mais Jackson là-dessus était vraiment le meilleur hein, sur le fait de distribuer les mauvais points. Comme tu l'as dit, la gestion des égos psychologiquement, c'est le maître. Voilà. Après, certains lui reprochent bon, le fait d'avoir eu des grands joueurs et aussi peut-être d'avoir, au niveau basket pur, peut-être de ne pas s'y connaître autant que certains autres coachs. Par contre, c'est vrai au niveau gestion de groupe, psychologie de joueurs, gestion des égos, je pense que c'était vraiment le top du top. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu cette carrière complètement incroyable. Hein. Bah, si je peux me permettre, pour moi, je pense que Phil Jackson, là où je l'apprécie le plus, et d'ailleurs là où j'apprécie le plus Kobe Bryant, c'est sur les 4 premiers matchs contre Phoenix en 2006. Los Angeles était annoncé comme, bon, était annoncé pour perdre la série, mais les 4 premiers matchs de la série contre Phoenix en 2006, c'était vraiment des matchs où on voyait une équipe des Lakers qui était vraiment une équipe, mais au sens très très noble du terme. Tout le monde partageait, Kobe faisait le facilitateur et il venait placer le coup de grâce quand il le fallait, pardon. Donc vraiment, c'est à cette période-là que j'ai vraiment vu qu'il a tiré le maximum sur ces 4 matchs-là de son effectif. Bon, après, ça n'a été que 4 matchs et malheureusement, les Lakers sont chutés en 7 matchs. Ok, très bien. Bah, je crois qu'on a été complet hein, pour le moment sur ces quelques trophées de mi-saison. On voulait pas tout évoquer avec vous. Hein, les rookies, on en a parlé dans les autres épisodes. Voilà, donc on aura l'occasion hein, d'en reparler.
On va enchaîner pour conclure cette émission sur toujours notre petite rubrique NCAA avec Coach Kira qui va nous résumer un petit peu l'actu de ces 2 dernières semaines. Voilà, Coach, c'est à toi. Voilà, exactement. Bah oui, on est maintenant à 3 semaines de la fin de la saison régulière en NCAA, donc les choses sérieuses s'approchent avec la Championship Week puis la March Madness. Donc voilà, comment dire, les classements commencent un petit peu à s'affiner. Donc écoutez, je vous propose un petit point pour les 6 conférences majeures. Avec dans la ACC tout d'abord, on a eu droit la semaine dernière à un match exceptionnel entre North Carolina et Duke, avec un panier au buzzer d'Austin Rivers. Austin Rivers, voilà, qui fait une saison correcte, mais dont on attendait peut-être un peu plus, et qui devrait voir sa cote remonter après son match vraiment exceptionnel, 29 points face à North Carolina, à Chapel Hill, donc sur le parquet des Tar Heels. Donc ces 2 équipes, voilà, qui restent en tête de la conférence, avec 2 équipes derrière qui peuvent jouer les troubles faits, Florida State et Virginia. Voilà, 2 équipes solides dont il faudra se méfier pendant la March Madness. Dans la Big East, on a toujours Syracuse, voilà, qui continue son cavalier seul. Victoire hier soir d'un petit point dans un déplacement difficile à Louisville chez Rick Pitino. Donc Syracuse, voilà, toujours très largement en tête, avec un effectif qui on pourrait un peu comparer à celui, par exemple, de Philadelphie ou des Nuggets ou de Houston, voilà, avec beaucoup de joueurs de bon niveau, mais probablement aucun futur All-Star en NBA. Marquette et Georgetown derrière, voilà, qui sont toujours là dans le top 15 NCAA, deux équipes redoutables dont il faudra également se méfier la March Madness venue. Connecticut, rien ne va plus là. Le match justement samedi face à Marquette sur leur parquet sera vraiment déterminant. Si ça continue comme ça, ils risquent même d'être éliminés de la March Madness, de ne pas être sélectionnés par le comité. André Drummond, voilà, qui a un niveau de jeu assez affligeant quand même depuis plusieurs matchs, alors qu'il était annoncé comme le numéro 1 de la draft avant le début de la saison. Maintenant, c'est clairement plus le cas. Et puis, il y a un petit coup de cœur en ce moment, c'est Notre-Dame qui a battu Syracuse et Marquette coup sur coup à domicile et qui remonte bien. Voilà donc pour la Big East. La Big Ten, toujours si forte, voilà, meilleure conférence de la NCAA, avec maintenant 2 équipes qui se détachent en tête, Michigan State et Ohio State. Voilà, Jared Sullinger qui est toujours aussi bon avec les Buckeyes, mais ces derniers se sont inclinés face aux Spartans de Michigan State qui ont pris la tête. Voilà, et puis derrière, beaucoup d'équipes qui seront sans doute repêchées pour la March Madness, Michigan, Indiana, Wisconsin, même des équipes comme Northwestern ou Illinois qui sont vraiment bonnes. Dans la Big 12, alors là maintenant la situation s'est un petit peu décantée. On avait un trio tête, voilà, qui s'est détaché avec Kansas, Missouri et Baylor. Et voilà, Baylor maintenant, avec nos 2 compères, Perry Jones et Quincy Miller, 2 futurs lottery pick en NBA, voilà, qui ont perdu leurs 4 matchs cette saison face à Kansas et Missouri. Donc un petit coup de moins bien pour eux. Voilà, Kansas avec l'un des 2 joueurs maintenant candidat pour le titre de joueur de l'année, Thomas Robinson, que j'ai placé numéro 2 dans ma prochaine mock draft. Voilà, l'ailier fort de Kansas qui enchaîne les doubles-doubles et qui a un niveau de jeu vraiment exceptionnel. Il était barré l'année dernière par les frères Morris, mais cette année il explose vraiment et un niveau de jeu extrêmement élevé. Dans la SEC, voilà, dans la sous-600 conférence, Kentucky. Voilà, Kentucky pour l'instant largement la meilleure équipe de la saison, toutes conférences confondues, avec Anthony Davis qui continue vraiment de match après match de progresser. Il en est maintenant pratiquement à 5 contres de moyenne, un niveau de jeu exceptionnel dans la raquette. Et puis bon, voilà, Kentucky qui est blindé à tous les postes. À l'heure actuelle, ils sont de très loin les favoris pour le titre. Derrière, dans la SEC, plusieurs équipes assez décevantes comme Florida, Vanderbilt et Mississippi State, voilà, qui ont un peu de mal à confirmer leur bon début de saison. Et enfin, donc dans la Pac-12, très ouverte, voilà, une Pac-12 vraiment très décevante cette année avec les leaders habituels qui sont au fond du trou, UCLA et Arizona. Donc moi je verrais bien Washington qui a 2 futurs joueurs NBA dans ses rangs, Terence Ross et Tony Broughton. Retenez bien ces noms, surtout Tony Broughton qui est un joueur, un meneur de très grande taille mais très talentueux et qui Oui, s'il se présente à la draft
Rien à voir avec Jérôme Boten, le joueur de Bastia de Ligue 2. Non, D'accord. du tout, non. Ah, celle-là était magnifique. Elle est, voilà, ouais, en tout cas, je lui souhaite une meilleure carrière qu'à notre ex-compère du PSG, voilà, oui, tout à fait. Et puis dans les petites conférences, eh ben, on a toujours un petit peu les mêmes noms qui reviennent, les noms habituels, UNLV, voilà nos compères de Las Vegas, Gonzaga, Saint Mary's. Voilà, et puis ce week-end, juste un petit mot sur ce qui s'appelle les Bracket Busters, organisés chaque année donc pour permettre aux équipes des plus petites conférences de se confronter à d'autres petites équipes du même niveau. Donc les meilleures équipes sont d'une conférence affrontent les meilleures équipes d'une autre conférence. Et on a plusieurs chocs de très haut niveau, comme par exemple l'affiche entre Murray State, qui était la dernière équipe invaincue cette année et qui a chuté la semaine dernière, face à Saint Mary's de la WCC, ou encore le match entre Creighton et Long Beach State, deux équipes également qui sont très dangereuses lors de la March Madness. Voilà, au moment où tous les gens feront leur petit bracket et leurs prévisions, au moment de choisir les surprises, voilà, retenez bien ces noms, parce qu'à mon avis, on risque d'entendre parler au moins d'une ou deux d'entre elles. Voilà, donc je ne sais pas si l'un ou l'autre veut rajouter quelque chose ou une petite question au niveau de la NCAA. Ouais, bah, je crois que t'as tout pour ma dit, part, hein. ça ira. Ouais. Ouais, t'as tout dit, coach. C'est parfait, comme d'hab. Voilà, impeccable. Hein. Donc, de toute façon, on se retrouvera très bientôt pour la March Madness. Voilà, d'ici à quelques semaines. La March Madness qui s'annonce palpitante cette année avec des joueurs de top niveau. Donc, à voir pour ceux qui voudraient avoir un petit aperçu sur le futur de la NBA l'année prochaine. Voilà, on suivra ça avec attention, hein, surtout que chaque année, généralement, je crois que c'est CBS qui a les droits, les matchs sont diffusés gratuitement sur Internet, Voilà, March de Madness temps en on demand. temps. Voilà, Sur généralement. ESPN MMOD.com. America aussi, hein. Ceux qui a ESPN America, ils diffusent les matchs aussi de la March Madness, donc c'est vraiment pas mal. ESPN Ouais, et American, puis d'accord, ok, ça je ne savais pas, oui, et- mais en tout cas et- CBS sur Internet. généralement, des fois avec des horaires pas trop mal pour nous, Européens, ce qui peut être pas mal. En plus, bon, sur le site de la NCAA, généralement, vous avez ce qu'on appelle le boss button, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de bosser, si on vous chope en train de regarder le match, vous pouvez appuyer sur ce bouton, ça efface tout d'un coup. C'est pas mal. Exactement, ouais, c'est assez drôle, voilà, mais au niveau des horaires, c'est sûr, voilà, puisque ça joue toute la journée, voilà, pour les télévisions, ça commence à midi aux États-Unis, donc à 18h heure française, pour continuer jusqu'au bout de la nuit. Voilà, surtout le premier tour avec 32 matchs en 2 jours, où ça part de partout, on a les surprises qui arrivent minute après minute, donc c'est vraiment des événements à suivre en ce qui concerne le basket chaque année. Mais de toute façon, on suivra tout ça, je pense, sur le site et sur le forum. Voilà, donc on se donnera rendez-vous en mars pour cette March Madness. Voilà. Ok messieurs, bah, juste quelques petits rappels de rendez-vous sur le forum. Donc forcément la mock draft hein, tenue régulièrement par Coach Kira. On a parlé aussi de Jeremy Lin. Si vous voulez en débattre, il y a un article dans la rubrique des Knicks. Le All-Star Game, pareil, hein, il y a aussi cette rubrique dans la rubrique Inside NBA. Vous trouverez vraiment de quoi débattre. N'hésitez pas. On vous attend sur le forum de Basket Evolution comme d'habitude. Et sur ce, bah, on va vous saluer pour la fin de ce nouvel épisode. Salut à tous. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Ciao ciao.